Alors, on se retrouve pour ce deuxième épisode, CEO Story, où on va apprendre à un peu plus te connaître, Néné. Tu nous en as déjà dit un petit peu de toi pendant le premier épisode, mais là, l'idée, c'est qu'on te cuisine encore plus. Et je commence par une question qui est: est-ce que tu pourrais nous raconter quel est le trait de personnalité que tu avais quand tu étais petite, que tu retrouves encore chez la Néné d'aujourd'hui? Là, pour le coup, c'est une colle. Pas forcément. Forcément, je pense la curiosité, je pense clairement, non? Ouais, T'es la curieuse? curiosité, ça c'est sûr. Tu l'as, c'est sûr. tu l'as, C'est sûr. ouais. C'est sûr. Ça c'est clair. C'est clair. Et comment se manifestait ta curiosité quand tu étais petite? Ah, je posais plein de questions, je lisais beaucoup, je testais des trucs. Tester. Non mais ouais, j'ai testé des trucs. Attends, j'ai eu différents business déjà à l'école primaire et tout. Ah ouais? Ah ouais? Tu faisais quoi? Ouais. Raconte. Ah mais j'ai eu différents trucs. J'ai eu un truc où j'écrivais des bouquins pour les gamins. Mais non. Et Trop drôle. je vendais et tout. Il y avait des trucs, je faisais des petits bijoux pour les copines, mais je les vendais. Hein, tu vois. Ah oui. Jamais des cadeaux. Le business, on perd pas le nord. Mais du coup, raconte-nous un peu ça, parce que, du coup, t'es né, toi, à Tombouctou, au Mali. Est-ce que tu vivais, est-ce que tu viens d'un environnement entrepreneurial, qui a peut-être plus aiguisé ton côté business ou pas? Alors, ma mère est née à Tombouctou, moi je suis née à Paris. Ma mère et mon père sont nés dans la région de Tombouctou et moi je suis née à Paris. Ok. Et en environnement entrepreneurial, alors bon, on a longtemps eu une blague à la maison disant que mon arrière-grand-père était le premier hôtelier de Tombouctou. Je sais pas à quel point c'est vrai. Les mythes familiaux. Mais toute personne qui connaît le Mali, c'est que c'est un pays où vraiment de commerçants. En fait. C'est un pays où t'as énormément d'entrepreneurs et énormément de gens qui font du business. C'est quasiment extrêmement. Donc c'est peut-être ça. C'est peut-être ça mon cas. Je me suis entraînée. Je pense que ça n'a pas dû être forcément très concluant. Le business de l'édition, c'est à l'édition de papier plié, je ne le recommande pas. Voilà. Et tu nous parlais de tes parents, justement. Est-ce que tu as en tête encore, tu vois, des choses qui t'ont transmis à l'époque, des conseils, des valeurs que tu gardes encore aujourd'hui et qui te guident un peu, que ce soit dans ta vie perso ou pro, mais que tu as vraiment gardé avec toi? Alors, de mon père, je dirais que le goût de la liberté, et qui est une chose extrêmement importante. Et il y avait une chose que mon père faisait, c'est que quand je lui répétais des choses que j'avais entendues, qu'est-ce que tu penses toi? Tu vois, l'indépendance d'esprit, ton esprit critique. Et de ma mère, c'est vraiment l'alignement sur ses valeurs. C'est-à-dire qu'on a des choses qui nous tiennent à cœur et on construit sa vie avec ça. Ça nous empêche de rien en fait, mais c'est des choses qui sont structurantes dans les choix qu'on fait par la suite. Et c'est important d'être clair quant à soi, quant aux autres, sur nos valeurs. Et justement, quand tu étais petite, donc tu disais que tu étais une petite commerçante qui vendait déjà des choses. Est-ce que tu avais en tête des rêves ou un métier particulier? Est-ce que tu rêvais justement d'être une businesswoman ou bien tu avais d'autres rêves peut-être qui que tu nourrissais en toi? Non, parce que en fait, je concevais pas businesswoman comme un métier à part entière, honnêtement. Okay. Mais j'étais convaincue que j'allais être une grande artiste et que j'allais écrire des bouquins et faire des films et des trucs de ça. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait bifurquer? C'est une succession de hasards, en fait. C'est vraiment une succession de hasards où, tu commences mais c'est intéressant, les maths. J'imaginais pas qu'on pouvait faire des choses cool dans les maths. Donc, tu te retrouves en prépa scientifique. Et là, tu te rends compte que bon, c'est peut-être pas forcément exactement ce que tu avais envie de faire. Mais on dit, mais va voir un prépa HEC. Là, tu dis, mais j'apprends des choses formidables en prépa HEC, j'adore ça. Et puis 2 ans plus tard, tu te retrouves à HEC. Et d'HEC, ça t'ouvre là d'autres portes sur tout un ensemble de métiers qui peuvent avoir lieu. C'est vrai qu'à l'époque où j'étais en école, les trucs qui avaient la cote, c'était le conseil, la finance, et puis et qui montait, c'était toute la partie start-up. Et moi j'ai eu un chemin un peu
atypique en ce que je veux dire, mais c'est très bien tout ça, mais moi j'ai envie de rentrer en Afrique. Donc quasiment, je pense dans les 18 mois en fait, suivant mon diplôme, je suis rentrée en Afrique pour faire, Ok. pour d'abord travailler chez Canal avec un état d'esprit très entrepreneurial où on touchait à tout, on avait les mains dans le cambouis, c'était assez drôle. Euh, et où en fait j'ai changé beaucoup avec des commerciaux. Et les commerciaux arrêtaient pas de me dire non mais ça c'est le terrain, tu comprends pas. Toi t'es une financière, le terrain tu peux pas comprendre. Oui, parce que toi, tu es au Cameroun, hein, Ouais. à l'époque. Ouais. J'étais au Cameroun à ce moment-là. J'ai dit mais attendez, qu'est-ce qu'on me raconte là? C'est quoi cette histoire de c'est le terrain, tu peux pas comprendre. Et en fait ma proposition de boulot suivante c'était à Sonatel et c'était pour travailler dans la distribution. Et là je me suis dit ben tiens, je vais aller faire ça, personne me dira plus jamais. Ouais. Que t'es une meuf des chiffres, quoi. Ouais, on disait, moi j'avais l'impression à ce moment-là qu'on mystifiait un peu en disant non mais c'est le terrain. Et et c'est pas tout à fait le cas en fait. Il y a vraiment des choses, il faut les avoir vues sur place pour à la fois être beaucoup plus pragmatique, mais pour aussi comprendre les réalités et avoir peut-être un peu plus de souplesse dans la façon de trouver les choses. C'est le bon équilibre. Et quand tu dis que t'es rentrée sur le continent 18 mois après ton diplôme, est-ce que du coup t'en as pas parlé, mais tu avais vécu avant? Parce que t'es née à Paris, mais est-ce que tu avais vécu sur le continent avant? Qu'est-ce qui t'appelait en fait? Quelle était ta mission quand tu voulais rentrer? Ah, j'avais vécu 5 ans au Mali quand même, 7 ans au Cameroun, donc oui, c'était quelque chose d'important pour moi. Donc je suis repartie au Cameroun parce que je trouvais que c'était un pays où il y avait plein de choses intéressantes qui se passaient, un bon niveau général d'éducation, certaine ouverture au monde, et j'avais envie d'aller au Cameroun. Pour moi, c'était rentrer au Cameroun à l'époque, hein. C'était rentrer à la maison, donc c'était pas du tout dépaysant. Et c'est vrai que pour le coup, le milieu du travail est très différent de ce que tu connais quand tu es lycéen ou collégien. C'est quand même un petit changement, mais je pense qu'on le vit tous, hein. Et qu'est-ce que justement ces changements-là, c'était quoi? Quelles ont été tes premières impressions, des choses qui t'ont surprise et à quoi tu as dû t'adapter? Les choses qui m'ont surprise, c'est que il y a une diversité de cultures au Cameroun et une sensibilité parfois justement des sujets de différentes cultures auxquels il faut s'adapter. Et ça demande un certain doigté. Je pense que c'est pas une guerre qui me contredira là-dessus. Toi-même, tu sais. Et Bon, faut dire que, juste pour dire aux gens, Néné et moi, on se connaissait de Canal, justement. En tout cas, moi, ma première expérience, et du coup, on s'était connus là-bas. Donc, voilà. Pour les private jokes, que les gens comprennent. et que sur la partie business, des process du business, il faut vraiment comprendre les réalités locales, les réalités de la distribution, qui contrôle la distribution. Et suivant les différents métiers, après, tu te rends compte que ça se recoupe, en fait, selon les gens qui sont dans la distribution de spiritueux, de papeterie, de machin. Finalement, c'est des gens qui maîtrisent la logistique last mile et qui vont se retrouver, en fait, de façon superposée dans pas mal de business. Donc, ça te fait prendre conscience, en fait, de tout un écosystème qui est pas forcément encore celui du business formel, mais qui est extrêmement contributeur, puisqu'en fait, il quadrille le territoire. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et c'est assez drôle parce que du coup, tu te retrouves aujourd'hui quand tu te rends compte dans certains points de vente en France qui font un relais, qui font ceci, qui font cela, ça finit par ressembler beaucoup à certaines choses que tu as en Afrique déjà par pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, mais en fait derrière ce que tu as, c'est vraiment l'efficience de ces modes de distribution là où tu te rapproches autant que possible du client. Donc ça, puis le fait de se rendre compte que en réalité travailler en Afrique, ça n'a pas forcément au quotidien d'écart majeur avec travailler en Occident. Tu auras de façon quasiment systématique des marchés qui sont beaucoup plus forte croissance, des populations plus jeunes, mais en termes d'aspiration, en termes de façon pratique, de méthodologie dans les orgas, c'est pas forcément très loin. Ça dépend des orgas, je pense. Oui. Mais tu peux avoir des écosystèmes où c'est pas forcément très loin. Et dans revanche, tu as toute une culture qui est absolument différente sur la hiérarchie, sur comment s'adresser aux aînés, sur ce qui peut être pris bien ou mal. Et un point important, c'est de se rendre compte que quand tu viens de l'étranger et que tu es jeune, et parfois des responsabilités,
tu peux te trouver dans une situation où par défaut les gens lisent des choses hyper compliquées dans toute déclaration que tu fais. Donc tu vas vraiment peser tes mots avec Ça Est-ce que tu as raconte des nous, anecdotes? ouais. T'as des exemples, des anecdotes, enfin, en tout cas, pas de faux pas, parce que c'est pas des faux pas, parce que toi, c'était, je pense, naturel, qui a été mal perçu? Bah oui, c'est-à-dire que tu vois, quand t'es un peu curieux, tu vas poser des questions sur tes process. Pourquoi ça marche comme ça et pourquoi ceci et pourquoi cela. Et pour toi, il n'y a pas de sujet particulier, tu cherches juste à comprendre. Pour toi, c'est vraiment, je veux comprendre. Faire attention à ce que ça soit pas perçu comme, ah bon, tu veux me juger? Ah bon, tu veux fouiller dans mes affaires? Ah bon, tu veux empiéter sur mon périmètre? Mm. Ah bon, Et parce à que un tu moment penses que dans... tu viens de France, Tu sais mieux que X, nous? Y, Z? Ouais. Et à un moment dans ton parcours, tu es devenu Chief of Staff chez Orange. C'est un métier qui est relativement nouveau. Enfin, avant, on appelait ça autrement, bras droit CEO, etc. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment tu es devenu Chief of Staff et en quoi consistait ce métier chez Orange? Quelles étaient un peu tes missions? Tu vois, qu'est-ce que tu devais faire? Ouais. Alors, c'est vrai qu'au moment où j'ai reçu cette proposition, j'étais au Mali. J'étais DG d'Orange Money Mali. Mon chairman était à l'époque Alassane Diène, qui est vraiment une personne exceptionnelle. Et j'ai reçu cette proposition. Sur le premier coup, je me suis dit, mais attendez, moi, je m'éclate. Je vends des produits à mes clients. J'ai j'ai un revenu, j'ai une rentabilité, tout est ouvert. Le business se développe hyper vite. J'ai des super équipes. On fait le tour on fait le tour du pays. Euh, Est-ce qu'on est en train de me proposer de rentrer à Paris dans un job hyper politique? Et ma première réaction, c'était de dire, mais vraiment, je sais pas faire. Hein. Moi, je sais vraiment pas faire ce genre de choses. Hein. Et puis après, Et c'est quoi qui t'a fait dire ça? Que tu savais pas faire? C'est le parce fait que... de me dire déjà, tu n'as plus d'équipe. Ok. Déjà, tu as cette distance par rapport au terrain et aux clients, Hmm. et tu es dans un écosystème où les choses me semblaient beaucoup plus floues, beaucoup plus subjectives. Oui. Moins concrète, en fait. À cette Plus époque. strat. Ouais, ok. Oui. Et donc moi je me disais, bon, est-ce que c'est un environnement où je vais m'amuser, où je vais m'épanouir? Je me disais a priori pas forcément. Donc j'avais commencé par dire non mais vraiment je peux pas le faire. Et tout. Vraiment merci, très honorée que et ça, il me dit, je suis très honorée que t'aies pensé à moi, mais franchement, je pense pas que je saurais faire ce job-là. Et puis j'ai réfléchi, et je me suis dit c'est quand même au-delà de tout ça, c'est quand même l'opportunité de bosser avec Alioune, de voir comme un patron qui a été patron d'Orange au Mali, au Sénégal, qui a vraiment un background de success story en chaîne. C'est Ouais. vraiment de regarder, oui, par-dessus l'épaule, quoi. Et sachant, enfin, juste pour remettre dans le contexte, du coup, à ce moment-là, Aliou était CEO d'Orange d'Afrique Moyen-Orient, c'est ça? EMEA, c'est ça, hein? Ok. Ouais. Et donc, je me suis dit, mais combien de fois est-ce qu'on a l'opportunité, quand on a quelqu'un comme ça qu'on admire à la fois à titre personnel et professionnel, tu vois, de regarder par-dessus la façon dont cette personne-là pilote un business, prend des décisions, recrute des gens, construit une stratégie, embarque des équipes. Combien de fois est-ce que tu as cette chance-là? Et c'est là, bon, du coup, j'ai repris mon téléphone, j'ai dit, bon, j'avais dit que je savais pas faire, Mais et je je vais sais toujours pas apprendre. faire, mais je pense que je vais faire de mon mieux, et si l'offre est encore sur la table, honnêtement, ça m'intéresserait de faire ça parce que je pense que je peux apprendre énormément de toi. Et je pense que cette partie confiance dans son chef, c'est un élément hyper important dans ce type de poste. Et qu'est-ce que ce job t'a appris justement? Tu vois, est-ce que ce pourquoi t'étais venu, tu t'y es retrouvé? Et qu'est-ce que t'en as retenu? Mais je dirais c'est quasiment mon MBA personnel, quoi. Je peux quasiment considérer que j'ai eu à avoir un haut niveau de responsabilité, un énorme panel d'interactions, de réflexion stratégique, de décisions d'investissement, de décisions business, qui m'ont énormément appris. Et ça va à beaucoup de choses. C'est-à-dire que finalement, tu es là, tu regardes la stratégie sur 18 pays, comment ça s'embrique dans la stratégie d'un groupe Orange, qui fait quand même quasiment 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
qui a quasiment un quart de milliard de clients, enfin plus de 260 millions de clients, c'est énorme. Et ça te permet vraiment de beaucoup mieux comprendre comment tout cela s'imbrique jusqu'à la plus petite maille, qui est l'équipe dans un pays, qu'il soit en Moldavie, au Botswana ou au Maroc. Ce que ça m'a permis également, c'est en termes de posture managériale, j'ai énormément appris d'Aliundiaï. Et c'est vrai qu'au début, il y avait des choses qu'il faisait que je comprenais pas. Sur un même sujet, il allait écouter 5 personnes différentes et il allait vraiment les écouter toutes. Alors que moi, au bout de 10 secondes, je dis bon, j'ai déjà entendu cette histoire. Flemme, ouais. C'est bon, passe à autre chose. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose à travailler, cette écoute-là, de se dire, oui, sur un même sujet, je vais avoir 5 personnes différentes qui travaillent sur le même sujet, qui vont chacune me raconter. Les 5 premières minutes de l'histoire vont être les mêmes. Et après, ça va diverger ou pas. Et que même dans la façon dont les gens te le racontent, dans les différentes difficultés, hein, ça te permet quand même en tant que manager d'avoir une vision beaucoup plus complète. Et un point important, cette rigueur finalement, de se dire qu'est-ce qui est important dans un business d'avoir sur le long terme et qui te permet d'avoir vraiment un cap, d'avoir un sens des valeurs par rapport aux employés. Qu'est-ce qu'on leur demande, comment on les traite, mais également de quoi on est redevable par rapport à eux et avoir un positionnement très clair là-dessus. Et de se dire en termes de business, comment est-ce que je mesure, quels sont les KPI clés et une espèce de recherche toujours de l'objectivité. Est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est moins bien fait, comment est-ce que j'améliore, comment est-ce que je change. Et vraiment, ça a été impressionnant d'avoir toujours, en fait, ce respect de tous nos interlocuteurs, quel que soit leur niveau, et cet attachement profond au développement de l'Afrique, mais également à un certain nombre de principes et de valeurs, une éthique extrêmement forte. Donc, écoute, moi, après 3 ans et demi, j'étais un peu fatiguée quand même, parce que c'est éprouvant physiquement, ouais, mais j'étais extrêmement heureuse de ce que j'avais appris. Et je vois aujourd'hui l'écart, en fait, l'écart de vision, qui était un peu, peut-être vu après coup, un peu tunnel, avec la vision d'aujourd'hui. Et puis, un rapport différent au temps. Le temps de l'écoute, il est important. Le temps de la décision, le temps de l'implémentation, le temps des hommes, il est important. Et vas-y, pardon. Non, j'allais te demander, tu vois, pour les talents qui nous écoutent, peut-être quels conseils tu leur donnerais pour ceux qui souhaiteraient aspirer à ce type de poste. Tu vois, selon toi, quelles sont un peu peut-être les qualités qu'il faut avoir ou à quel moment de ton parcours ça peut s'inscrire et en quoi ça peut servir de tremplin aussi. Tu vois, c'est vrai qu'on voit beaucoup aujourd'hui de chief of staff qui derrière évoluent vers des postes de CEO, de DG de filiale, etc. Tu vois, en quoi justement tu peux t'en servir comme tremplin et comment bien le faire? Alors déjà, moi, j'ai peut-être un peu de mal avec cette notion de talent, ce qui est peut-être un peu étonnant, parce que j'ai eu à recruter des talents, et l'étiquette talent a une date de péremption. Il faut être très clair là-dessus. Elle a une date de péremption. Si passé un certain nombre d'années dans une organisation, on te considère encore comme talent, c'est pas mon style. Oui. Donc, faut vite passer de talent à performeur, je dirais. Personne qui apporte des solutions, qui soulève des questions, qui contribue de façon notable. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de se dire, pour être un chief of staff, alors il faut avoir une capacité de travail hyper importante. La première des choses. Un peu de tact. Alors, ne vous inquiétez pas, moi j'en ai pas naturellement énormément, mais par la force des choses, on apprend. Une confiance et confidentialité sont clés. Et puis vraiment, c'est un boulot un peu ingrat dans la mesure où, oui, tu parles à plein de monde, oui, tu vois plein de choses. Il faut vraiment oublier que, en fait, c'est pas ton avis. Donc, tu es vraiment là pour faciliter la vie de ton chef et faciliter les interactions de ton chef avec son écosystème. Effectivement, il y a pas mal de cas de beaux rebonds de chief of staff. Je pense que assez souvent, c'est des gens qui ont eu, pendant ce poste-là, qui ont maîtrisé le poste de chief of staff en alignement avec le patron. Et là, sur le contenu, c'est très différent d'un patron à l'autre, et qui ont également pu porter des projets à part entière de leur côté et faire leur preuve sur ces éléments-là également.
Ok. Hyper intéressant. Tu voulais enchaîner? Je t'en prie. Moi, j'avais une question par rapport à, tu le disais tout à l'heure, tu es devenu CEO à 30 ans, d'Orange Mali notamment. Quels ont été tes principaux challenges, tu vois? Enfin, je pense que quand tu deviens CEO, il y a aussi toute une nouvelle posture à avoir, de nouvelles choses à faire de manière différente. Toi, comment tu l'as appréhendé? Comment ça s'est passé pour toi? Ouais. Alors effectivement, j'ai eu mon premier mandat de direction générale, je l'ai eu pour Orange Money Mali, et j'avais 30 ans. Et c'est vrai que quand j'ai eu cette première proposition, j'ai appelé mon grand frère, et il m'a dit, et je lui ai dit, je sais pas quoi faire. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette interrogation? Bien sûr que tu sais quoi faire. Tu dis oui, et tu fais pas. Et donc, du coup, ça met quand même une certaine pression. On se met la pression en disant, bah, on a fait un pari sur moi, faut que je montre que je peux y arriver. Ce qui, d'un côté, est un bon aiguillon, de l'autre, ne doit pas générer énormément de stress. Un stress Mm. excessif. Donc, c'est cet équilibre-là à trouver. Et il y a certains éléments, en fait, qui prennent un peu plus de temps à apprendre et à développer, notamment tout ce qui est autour du management, de la gestion d'une équipe, de la communication. Mais je pense que la meilleure démarche, c'est quand même aussi celle de l'honnêteté. L'honnêteté par rapport à soi-même, par rapport aux autres, en disant, écoutez, ça, on sait le faire, ça, je le sais moi, mais je pense qu'on apprendra ensemble. Notre mission aujourd'hui, c'est ça. Et puis, dans les relations interpersonnelles, les points de confiance, qu'on soit clair sur le fait que comment est-ce qu'on fonctionne, est-ce qu'il y a telle ou telle chose qui peut me vexer dans les discussions, dans les remarques, dans les choses, quelles sont finalement les règles du jeu. Et Mm. ça, ça prend un peu de temps. Et puis, au fur et à mesure, on teste aussi des choses. On teste des trucs, des moyens d'animer, des façons d'amener les sujets sur la table, on teste plein de choses. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins. Mais tout l'impératif, finalement, on a différents impératifs. On a l'impératif de se dire, bon, on a une équipe sympa, télé. Mm. On a une équipe sympa, faut qu'on délivre. Mm. Quand on parle de il faut qu'on délivre, il faut à la fois gérer le quotidien, mais se dire finalement, si on regarde un petit peu plus long terme, quelles sont les grosses tendances? Quelles sont les grosses tendances ou qu'est-ce qui va faire notre croissance ou notre intérêt demain? Et c'est là qu'on commence à regarder les changements technologiques, les évolutions démographiques, les types d'usages à mettre en place, etc., etc. Donc, c'est vraiment un jeu d'équilibriste. Et, Mm. et plus ça va, plus on est vraiment conscient du fait qu'on est finalement redevable, en tout cas qu'on a des comptes ou une communication à fournir par rapport à beaucoup d'acteurs différents, qui doit être Mm. congruente, qui doit avoir du sens, de la valeur. Ok. Et alors, on aimerait que ce soit un non-sujet, mais parfois ça en est un. Est-ce que pour toi, être une CEO femme en Afrique, ça a été à un moment un sujet ou pas? Après, enfin, tout à l'heure, tu as un peu évoqué le sujet justement des aînés, de poser des questions, est-ce que c'est peut-être lié à ça ou pas? Je sais pas, tu nous diras. Non, je dirais, je cumule C'est des ça, choses, tu vois. c'est ça. T'es une femme, t'es africaine, t'es jeune. euh, et puis, quand il y a quelque chose qui t'arrive, tu as peut-être la tentation de se dire, ah, c'est peut-être l'un de ces trois trucs-là, ou la combinaison, ou les trucs. Puis à la fin, tu dis, bon, où est-ce que je mets mon énergie, en Mm. vrai? Est-ce que je mets mon énergie dans... Je suis convaincue que ce truc-là m'est arrivé parce que X, Y, Z. Ou est-ce que je mets mon énergie dans des choses plus productives, sur lesquelles j'ai le contrôle, et de savoir, finalement, que tu sois rouge, vert ou jaune, dans un milieu professionnel normal, on te juge sur ton apport et ta contribution. Et si tu as peur, en fait, ou si tu sens que des éléments un peu plus subjectifs peuvent te nuire, comment est-ce que tu te places dans un contexte où tu peux faire tes preuves de façon très Mhm. objective? Mm. Et aujourd'hui, comment tu te décrirais en tant que leader, ou peut-être comment tes équipes te décrivent en tant que leader? Tu vois, tu nous expliquais que tu avais façonné ça un peu au fur et à mesure. Là, aujourd'hui, après 7 ans en tant que CEO, finalement, DG, comment tu décrirais ton style de leadership? Et je pense que je garde cette qualité qui est celle de la curiosité, en fait, et de se dire, Mm. est-ce qu'on adresse les bons sujets? Est-ce qu'on est vraiment en train de regarder les bons sujets? Que ce soit en interne, en orientation client ou par rapport à l'externe. Êtes-vous sûr qu'on est en train de regarder les bons sujets?
Je pense que cette curiosité-là, c'est important de l'avoir. Parce que dans des organisations, on peut avoir tendance à toujours traiter les choses de la même façon. Je pense que c'est important d'avoir chaque fois ce côté un petit peu aiguillon. Et puis d'accepter derrière, quand on pose les questions, d'écouter. On sait jamais ce qui vous ce qui vient de votre côté une fois que vous avez ce qui peut vous être renvoyé une fois que vous avez posé la question. C'est un peu la boîte de Pandore. Mais une boîte où pour le coup, quand on ouvre, on se rend compte que une fois qu'on a vu ce qu'on avait peut-être peur de montrer ou d'évoquer, une fois que ça a la lumière du jour, c'est beaucoup moins effrayant. Donc, je pense la curiosité, l'écoute, et puis un alignement fort avec mes valeurs. Parce que ce qui fait que j'aurais jamais imaginé d'abord être chez Orange, ni passer autant de temps chez Orange. Là, j'entre dans ma 8e année, tiens. C'est ça. J'ai pas cours. Et donc, je n'aurais jamais imaginé passer autant de temps là. Si, c'est aussi parce que j'arrive à trouver un alignement avec mes valeurs, avec l'idée de dire des choses intéressantes en Afrique, et que je suis pas du tout dans une position extractive. Bien au contraire, on est contributeur au développement des pays, on soutient des startups, on soutient pas mal d'actions caritatives, et c'est quelque chose qui est reconnu par nos interlocuteurs, par nos parties prenantes. Donc cet alignement-là, je pense, c'est un point qui est peut-être un fil rouge dans beaucoup de choses que Et justement, tu parles de tes valeurs qui te tiennent. Est-ce que tu pourrais nous dire justement quelles seraient, tu peux nous partager 4 valeurs qu'on appelle, nous, on aime bien parler de valeurs cardinales, qui sont un peu celles qui te guident comme une boussole. Quelles seraient 4 valeurs cardinales qui sont importantes pour toi et qui t'accompagnent dans tes décisions, que ce soit pro ou perso? L'ouverture. Donc je pense que ça ressemble assez bien à la curiosité et l'écoute. Ouais, c'est ça. L'honnêteté, l'empathie, et puis l'orientation client. Je pense que c'est à la fin des fins, on aura toujours, c'est une maladie des organes, de finir par s'embrouiller les pieds dans nos process, dans nos contraintes. La boussole va toujours être le client. Et pour toi personnellement, tu vois, ces valeurs-là, c'est des valeurs personnelles et pro. L'orientation client, c'est plus pro pour le coup, à moins que dans tes relations aussi, que tu sois orienté interlocuteur, hein, ça se peut. Hein. Non. Je dirais, si je devais replacer ça dans la partie perso, ce qui me tient à cœur, c'est l'idée de se dire, on peut tous faire un petit peu mieux. Tu vois? Et on a tous à trouver la clé qui nous permet de faire un petit peu mieux. Par rapport à nous, pas forcément en compétition par rapport à la terre entière, mais par rapport à moi-même. Qu'est-ce que je peux faire? Ok. Je sais pas, Jane, si tu as d'autres questions? Eh ben écoute, non, c'était hyper clair et surtout ton parcours est hyper inspirant, je pense, pour toutes les personnes qui vont nous écouter, parce que c'est vrai que tu as eu un fast track quand même, mais on sent qu'il y a eu des moments un peu pivots dans ton parcours qui ont vraiment façonné tes décisions et ta manière de l'idée aujourd'hui. Donc j'ai trouvé cette conversation hyper inspirante. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup, Jennifer. Top, merci beaucoup, Néné. Et on se retrouve du coup ce vendredi pour le dernier épisode de la série CEO Thérapie, où on va encore plus rentrer dans ta tête, Néné. Tu vas nous dire des choses, j'espère, croustillantes. À très vite. Très vite. Très vite. Très vite.